16 octobre 2025. Détroit de Kattegat, mer Baltique, dans les eaux glacées entre le Danemark et la Suède, quelque chose d'inhabituel se passe. Un sous-marin russe, connu de l'OTAN sous le nom de classe Kilo, traverse les eaux. Pendant des années, ce type de sous-marin a été le cauchemar des amiraux occidentaux. Silencieux, mortel, la fierté de la marine russe. Mais aujourd'hui, il n'est pas seul. Les corvettes Visby de la marine suédoise, des navires en forme de dague conçus pour tromper les radars, glissent autour de lui. Dans le ciel, des chasseurs Gripen tournent comme des prédateurs armés jusqu'aux dents. Vous regardez cette scène, et vous pensez probablement au pire, que ce classique jeu du chat et de la souris est sur le point de commencer. Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Le sous-marin... Eh bien, il n'est pas immergé dans une opération secrète. Il est à la surface, remorqué par un navire de sauvetage. Il est rouillé, fatigué, crache de la fumée de diesel, comme s'il était en train de mourir. Et les forces suédoises n'essaient pas de le détecter. Elles paradent en fait autour de lui. Ce que vous voyez n'est pas une démonstration de force russe, mais un défilé d'humiliation. Une autopsie en direct, où les secrets de l'une des machines de guerre les plus secrètes de l'histoire sont exposés. Et la Suède, historiquement l'un des plus anciens rivaux de la Russie, aujourd'hui le membre le plus récent de l'OTAN, est celle qui opère. Mais, finalement, comment un sous-marin moderne et silencieux est-il devenu un fantôme? Et pourquoi la réponse de la Suède a-t-elle été si immédiate? Qu'est-ce qu'ils savaient que nous ne savons pas? Pour comprendre cela, nous devons revenir quelques semaines en arrière. Plus précisément, à la fin septembre 2025, en Méditerranée, le sous-marin B-26 Novorossiysk était en patrouille de combat lorsque tout a commencé à mal tourner. Ce n'était pas une simple panne. Il y a eu plus de 10 défaillances critiques qui se sont produites à la suite. D'abord, le système de navigation, le cerveau du navire, a cessé de fonctionner. Ensuite, le logiciel opérationnel s'est bloqué. Le périscope, l'œil du sous-marin, est tombé en panne. Le cauchemar a vraiment débuté quand le système de carburant a explosé de l'intérieur. Du diesel hautement inflammable a commencé à fuir directement dans le compartiment de l'équipage. Il y avait 80 personnes à bord, et le sous-marin devenait une bombe à retardement. L'équipage a été confronté à un choix impossible. Rester en immersion et risquer de devenir une boule de feu au fond de l'océan, ou remonter à la surface. S'exposer complètement à l'OTAN, et accepter une humiliation totale. Ils ont choisi la seconde option. Ainsi, le 9 octobre, une frégate française a détecté le Novorossiysk en surface, près de la côte bretonne. Et, à côté de lui, un remorqueur océanique appelé Yakov Grebelski. Ce remorqueur a tout livré. Les sous-marins modernes et fonctionnels n'ont pas besoin d'escorte pour effectuer des transits de routine. Mais la Russie a tenté de raconter une autre histoire. Elle a affirmé qu'il s'agissait d'un transfert normal entre flottes, selon les règles internationales de navigation. Mais l'OTAN n'achetait pas ce récit. Le commandement maritime allié a diffusé des photos du sous-marin en surface, escorté par la frégate française. Et, avec les photos, un message de 3 mots. Nous vous surveillons. Ce fut le début d'un voyage de 6000 km à travers des eaux sous contrôle de l'OTAN, que la Russie n'aurait jamais imaginé. Chaque mètre était surveillé, chaque mouvement était documenté. Ce qui a suivi fut une opération qui a montré au monde entier à quel point l'OTAN est réellement intégrée. Du 7 au 9 octobre, la frégate britannique His Majesty's Ship Iron Duke a pris le contrôle. 72 heures d'escorte ininterrompue dans la Manche. L'hélicoptère Wildcat de la frégate volait en dessous, recueillant des données visuelles et électroniques. Pendant ce temps, le sous-marin poursuivait sa route lente et humiliante, remorqué, vulnérable, exposé. C'est pourquoi, lorsque le convoi est entré en mer du Nord, ce sont les Belges et les Néerlandais qui ont pris le relais. Comme une course de relais, parfaitement chorégraphiée. Le navire hydrographique néerlandais ZRMS Lemis a guidé le sous-marin à travers son secteur. Au total, il y avait 11 navires de 6 nations différentes.
chaque pays passant la responsabilité au suivant. Chacun recueillait des renseignements précieux, données acoustiques, signatures électroniques, photographies en haute résolution. Et tout cela était transmis en temps réel au quartier général de l'OTAN à Bruxelles. Mais le vrai spectacle restait à venir. Le 15 octobre, le sous-marin a traversé les détroits danois et est officiellement entré dans la mer Baltique. Et là, quelque chose a changé. Parce que la mer Baltique n'est plus l'arrière-cour de la Russie. Plus depuis que la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN. Donc, le 16, lorsque le convoi est arrivé au détroit de Kattegat, la Suède attendait. Et la Suède n'était pas là simplement pour observer. Les corvettes Visby sont apparues hors de l'eau. Ces corvettes ne sont pas des navires conventionnels. Elles ont été conçues dans un seul but, disparaître. Leurs coques en fibre de carbone et leur conception angulaire réduisent la signature radar de 99%. Pour un système ennemi, c'est comme si elles n'existaient pas. Mais elles étaient bien là, formant un cercle autour du sous-marin russe. Armé de torpilles, torpèdes 47, de missiles anti-navires RBS 15 et de canons Beaufort de 57 mm. Dans les airs, les chasseurs Gripenjak Attack Spanning 39 dominèrent l'espace aérien, équipés de radars antennas à électronique à balayage actif de dernière génération et de missiles météores à longue portée. Le message était clair. Toute chose qui tenterait d'interférer serait éliminée avant de s'approcher. Et voici le détail le plus intéressant. La Suède a qualifié cela d'opération courante. Oui, routine. Ce mot avait un poids immense, car il ne signifiait qu'une seule chose. C'est la nouvelle normalité dans la Baltique. Dans cette nouvelle normalité, la Suède est le chasseur et la Russie est la proie. Mais pourquoi la Suède a-t-elle réagi avec une démonstration de force aussi disproportionnée? La réponse est enfouie. En plus de 300 ans d'histoire, la rivalité entre la Suède et la Russie n'a pas commencé hier. Elle remonte au début du XVIIIe siècle, lorsque Pierre le Grand a décidé que la Russie avait besoin d'une fenêtre sur l'Occident. Le problème, la Suède contrôlait tout le littoral de la Baltique. C'était la superpuissance de l'époque. Par conséquent, Pierre a déclaré la guerre. Et cette guerre, appelée la Grande Guerre du Nord, a duré 21 ans. En 1709, lors de la bataille de Poltava, Pierre a écrasé l'armée suédoise. Et, en 1721, avec le traité de Nystad, la Russie a pris de vastes territoires suédois le long de la côte de la Baltique. Et, sur ces terres conquises, Pierre a construit Saint-Pétersbourg, la capitale impériale de la Russie, construite littéralement, sur ce qui était auparavant un territoire suédois. Cette humiliation reste inoubliée. Pendant la guerre froide, la tension continuait de couver sous la surface. La Suède est restée neutre, mais elle était toujours en alerte. Et en 1981, il s'est produit un incident qui a marqué toute une génération de Suédois. Un sous-marin soviétique, le U-137, s'est échoué dans les eaux territoriales suédoises, tout près de la base navale de Karlskrona. On soupçonnait qu'il transportait des torpilles nucléaires. Pendant 10 jours, la Suède n'a rien pu faire d'autre que protester diplomatiquement. L'Union soviétique traitait les eaux suédoises comme si c'était son propre jardin. Cet épisode est devenu connu comme une humiliation nationale. Des décennies plus tard, quand ce sous-marin russe a été remorqué en Baltique, la Suède n'a pas laissé passer cela inaperçu. Mais il se passe ici quelque chose de plus grand, qui dépasse une simple revanche historique. Vladimir Poutine a commis la plus grande erreur stratégique du XXIe siècle lorsqu'il a envahi l'Ukraine en février 2022. Il pensait qu'il allait affaiblir l'OTAN, qu'il éloignerait l'alliance des frontières russes. Mais le résultat a été exactement l'inverse. La Finlande et la Suède, qui sont restées neutres militairement pendant des siècles, ont abandonné cette politique et ont rejoint l'OTAN. Ainsi, la carte géopolitique de la Baltique a été redessinée en une nuit. Regardez une carte et vous verrez.
La Pologne, l'Allemagne, le Danemark, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Finlande, la Suède, tous membres de l'OTAN. La Russie était maintenant complètement encerclée. Ses deux seuls points d'accès à la Baltique, Saint-Pétersbourg et l'enclave de Kaliningrad, sont isolés. Les détroits danois, la seule sortie vers l'Atlantique, sont désormais contrôlés comme une voie et comme les voies navigables intérieures de l'OTAN. Ce qui était autrefois une dague pointée vers le cœur de l'Europe est devenu une cage. Un territoire russe complètement entouré par des pays de l'OTAN, totalement vulnérable, isolé. La mer Baltique est devenue ce que certains appellent le lac de l'OTAN. Par conséquent, lorsque le Novorossiysk a été forcé de faire ce voyage humiliant, il a été la première grande prise de ce nouveau piège géopolitique. Dans le passé, un sous-marin ayant des problèmes mécaniques aurait pu retourner discrètement à la base, mais cette époque est révolue. Parce que désormais, chaque mouvement russe est surveillé par un réseau intégré de radars et de capteurs de l'OTAN, qui s'étend de l'île suédoise de Gotland jusqu'à la côte estonienne. Mais quelque chose d'autre se passe ici, aux conséquences durables. Pendant que tous ces navires de l'OTAN escortaient le sous-marin, ils faisaient bien plus que surveiller. Ils recueillaient quelque chose d'une valeur inestimable, la signature acoustique du sous-marin. Chaque sous-marin possède une empreinte sonore unique. Le son des moteurs diesel, la cavitation des hélices, le bruit des pompes auxiliaires, tout cela crée un schéma spécifique. Et la classe Kilo a toujours été connue sous le nom de « trou noir », car elle était si silencieuse qu'elle disparaissait tout simplement des sonars de l'OTAN. Mais, pendant plusieurs jours, alors que ce sous-marin était remorqué sur des milliers de kilomètres, des dizaines d'hydrophones sensibles ont enregistré chaque décibel, chaque fréquence, chaque vibration. Par conséquent, le résultat est dévastateur pour la Russie. Non seulement le Novorossiysk a vu ses secrets exposés, toute la classe Kilo peut désormais être détectée beaucoup plus facilement. Le manteau d'invisibilité qui rendait ces sous-marins tueurs silencieux a été détruit. Désormais, chaque fois qu'un sous-marin Kilo navigue dans l'océan, il ne sera plus une menace inconnue pour les sonars de l'OTAN. Ce sera une cible bruyante et familière, dont les vulnérabilités sont bien connues. Et ce n'est pas tout. Le 13 octobre, alors que le sous-marin était encore en cours de remorquage, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a prononcé un discours devant l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, à Ljubljana, en Slovénie. Et il a prononcé l'une des phrases les plus dévastatrices de l'histoire militaire récente. Rutte a déclaré « Un sous-marin russe solitaire et endommagé rentre difficilement de patrouille. Il y a un sous-marin russe solitaire et endommagé, boitant sur le chemin du retour après une patrouille. » Quel changement par rapport au roman de Tom Clancy de 1984. À la poursuite d'Octobre Rouge. Aujourd'hui, cela ressemble plutôt à la recherche du mécanicien le plus proche. La salle a éclaté de rire. Les médias du monde entier ont amplifié cela et cette phrase est devenue virale. Avec une seule blague, Rutte a coulé 25 ans de construction minutieuse de l'image de la marine russe. Poutine a passé des décennies à essayer de recréer la peur et le respect que la marine soviétique inspirait pendant la guerre froide. Mais, à ce moment-là, tout est devenu une blague. La marine russe est devenue la risée du monde entier. Donc, ce que nous voyons ici n'est pas seulement l'histoire d'un sous-marin en panne, c'est le symbole concret d'une erreur stratégique catastrophique. Poutine a essayé d'éloigner l'OTAN, mais il a transformé la mer Baltique, qui était son arrière-cour, en sa propre prison. Et ce sous-marin rouillé, remorqué sur des milliers de kilomètres, sous le regard vigilant de 6 nations, est devenu le monument de cet échec. L'OTAN n'est plus seulement une alliance défensive qui observe et condamne. Elle s'est transformée en un mécanisme proactif qui apprend, s'adapte, et est capable de transformer chaque faiblesse de l'ennemi en avantage stratégique. La Suède s'est réveillée de son sommeil de neutralité qui a duré plus d'1 siècle. Et elle n'a pas seulement affronté son ennemi historique, elle l'a fait au moment où il était le plus vulnérable.
La Suède ne chasse plus les fantômes russes dans ses eaux. Elle règne désormais sur son propre domaine. Une gardienne redoutable sur le nouveau flanc nord de l'OTAN. Pour le Kremlin, ce défilé d'humiliation n'est pas qu'une perte de prestige. Le mythe de la marine invincible de Poutine, construit méticuleusement au fil des décennies, eh bien, elle a rouillé, s'est brisée, puis a été remorquée. Et tout cela à cause d'une seule décision. Une invasion qui était censée affaiblir l'OTAN, mais qui a fini par créer exactement le scénario que Poutine avait tenté d'éviter. Au final, ce n'est pas une torpille qui a coulé le mythe de la marine russe. C'est l'arrogance stratégique du Kremlin lui-même. Dis-moi maintenant, tu penses que Poutine imaginait que l'invasion de l'Ukraine amènerait la Finlande et la Suède à rejoindre l'OTAN? Laisse ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé ce contenu, partage-le avec ceux qui aiment aussi la géopolitique et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.